Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'évolution des différents types de systèmes d'exploitation. Cela va nous permettre de bien comprendre les différentes fonctionnalités que nous allons utiliser tout au long de la session. Donc, tout d'abord, on a le système de traitement par l'eau. Donc, c'est les fameuses cartes, dans le fond, l'utilisation du Fortran, de l'assembleur. Dans le fond, on a des cartes perforées qu'on donne à une machine. Cette machine-là va générer un certain output. Donc, comme on a vu dans les slides précédentes, on a l'espace utilisateur, l'espace noyau. Donc, avec un système de traitement par l'eau, on a principalement deux machines. La plus puissante va s'occuper des calculs importants, donc l'espace noyau, si on veut, puis l'autre va s'occuper des périphériques qui sont plus lents. Donc, l'espace utilisateur, comme ici on voit sur le schéma, l'imprimante, par exemple. Donc, comme on voit dans le schéma ci-dessous, on voit que comment que ça fonctionne le traitement par l'eau, c'est qu'on a un lot de travaux qui vont rentrer un à un dans la mémoire centrale, donc dans l'ensemble des deux machines si on veut. Puis cette machine-là va effectuer le traitement d'une carte à la fois, puis la placer dans un lot de résultats. Donc, quand un travail est terminé, on le place dans le lot de résultats. Donc, ici, maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut maximiser le taux d'utilisation du processeur? Donc, comme on voit ici, il se pourrait très bien qu'une carte, qu'un programme, si on veut, utilise beaucoup un périphérique. Comme l'ensemble des deux machines peut seulement accepter une carte à la fois, pendant que le programme qui, supposons, demande beaucoup d'entrées-sorties, s'exécute, on va avoir la machine plus performante qui va être inutilisée en fait. Donc, le problème, même si ça marchait bien pour l'époque, le traitement par l'eau, le problème qu'on a, c'est en fait comment est-ce qu'on peut maximiser le taux d'utilisation du processeur ou comment est-ce qu'on peut maximiser, euh, dans cet exemple-ci, l'utilisation de la machine la plus performante. On a réussi à répondre à cette question-là en combinant le traitement par l'eau avec la multiprogrammation, donc 1965-1980. Super importante définition de la multiprogrammation. Donc, ça permet de conserver en mémoire plusieurs travaux et de gérer le partage du processeur et des périphériques entre eux. Donc, comme on avait précédemment, on pouvait seulement mettre une carte à la fois dans l'ensemble des machines, puis la machine au complet gérait seulement une carte. Puis après ça, produisait un output, puis acceptait la carte suivante. Maintenant, ce qui est apporté de nouveau ici avec la multiprogrammation, c'est qu'on va pouvoir charger un travail par partition. Comme on voit ici, la mémoire est organisée en un ensemble de partitions. On charge un travail par partition. Puis en fait, on va être capable de distribuer, en fait, de partager le temps processeur et le temps des périphériques entre ces travaux-là. C'est aussi à cette époque-là qu'on voit l'arrivée des contrôleurs DMA. Donc, si on se rappelle bien du cours INF 1600, les contrôleurs DMA sont des contrôleurs qui vont s'occuper des traitements propres à certains périphériques. On passe notamment aux cartes graphiques. Donc, les cartes graphiques vont, dans la majorité des cas, en fait, avoir un contrôleur DMA. Donc, à chaque fois qu'on a une tâche qui arrive, qui est pour la carte graphique va s'occuper elle-même de process cette information-là. Donc, ça libère le processeur de ce genre de tâches. Donc, le système alloue le processeur à un travail qui est en mémoire. Donc, le premier arrivé, premier servi, FIFO. Lorsque le travail en cours demande une entrée-sortie, le processeur est alloué à un autre travail en mémoire. Donc, ça, c'est bien différent de ce qu'on avait avec le traitement par l'eau qui n'était pas combiné avec la multiprogrammation. Comme on a vu au début ici, si on regarde le schéma ici avec les personnages, on a, on a une série de machines. Il y en a une qui se charge des entrées-sorties, mais toutes ces machines-là agissent comme un ensemble. Donc, on place une carte, même si la carte reste 2 heures en entrée-sortie, les autres machines ne pourront pas s'occuper d'une autre carte en attendant. On met seulement une carte dans le système à la fois. Donc, ici, ce qui est le fun, c'est que si jamais une carte, si on veut, entre guillemets, tombe en entrée-sortie, on va pouvoir charger une autre, comme on voit ici dans le schéma à droite, une autre job, puis dans le processeur. Donc, à la fin de l'entrée-sortie, il y a une interruption et le système d'exploitation reprend le contrôle pour traiter l'interruption et reprendre l'exécution du travail. Puis, dès qu'un travail est terminé, le système d'exploitation charge un nouveau travail dans la partition qui vient d'être libéré. Donc, ça semble vraiment
très bien. Maintenant, on a fait un bon progrès dans la fonctionnalité d'un système d'exploitation, mais maintenant, on a un petit problème. Si tous les travaux en mémoire sont en attente d'entrée-sortie, le processeur va quand même rester inactif. C'est pour ça que le va-et-vient, en fait, le swapping, est arrivé. Donc, l'idée du swapping, c'est de, c'est de se dire, si jamais on a une tâche qui est tombée en attente d'entrée-sortie, on va la stocker dans le disque. Donc, swap out, ici on va l'étape 1, puis on va prendre du disque une tâche qui est prête à s'exécuter pour après ça l'exécuter. Donc, durant son exécution, un travail pourrait subir plusieurs va-et-vient entre la mémoire et le disque. Puis ça, en fait, on arrive à un nouveau problème, même si ça semble comme une très bonne solution. En fait, c'est toujours utilisé dans tous les systèmes d'exploitation modernes, le swapping. Donc, le problème étant, un travail pourrait monopoliser le processeur. Donc, si jamais on a une tâche qui s'exécute, qui est une boucle de traitement à l'infini, ça pourrait poser problème. Année 1965-1980, on a la multiprogrammation, comme on a vu précédemment, avec une nouvelle notion qui est le partage de temps. Donc, ce qui est apporté de nouveau avec le partage de temps, c'est qu'on va se dire, une tâche va pouvoir s'exécuter, mais seulement pendant un temps donné ou un temps CPU donné. Puis en fait, tout ça, c'est des concepts que vous allez voir vraiment plus en détail vers la fin de la session où est-ce que vous allez voir justement les quantums. Je ne vais pas entrer trop dans les détails là-dedans, mais vous allez voir aussi des politiques de remplacement de tâches en mémoire et tout. Ça, c'est vraiment une introduction. Mais le partage de temps ici, c'est un concept qui est excessivement important dans les systèmes d'exploitation. Donc, on va en parler. Donc, le concept de partage équitable de temps. Le processeur attribue à chaque travail un certain temps limité. Au bout de ce temps, si le travail ne s'est pas terminé, il retourne dans la file des travaux prêts. Puis le CPU passe alors au traitement du travail suivant avec la même procédure. Donc, ce mode d'exploitation donne l'impression que les travaux s'exécutent en même temps. Donc, c'est du pseudo-parallélisme. Donc, ici, on a un petit schéma. Super important de voir ici, OK, le schéma semble simple, mais je vous demande de regarder vraiment les termes qui décrivent les fils. Donc, on a le lot de travaux qui est à l'entrée. Qui va rentrer dans une file d'attente des travaux prêts, donc ceux qui sont prêts à s'exécuter. Ils vont rentrer dans le processeur. Si jamais leur temps s'expire, ils vont revenir dans la file d'attente des travaux prêts. Puis si jamais ils tombent en événement, ils vont aller dans une file en attente d'événement. Donc on voit un peu comment les fils ici sont designés. Le problème avec ça, puis on va régler le problème à la diapositive suivante. Puis ça va être vraiment l'introduction du concept, d'un concept excessivement important pour le cours. C'est qu'on voit ici avec un peu, avec les fils, avec le style de fil d'attente qu'on a ici, on voit que la taille d'espace d'adressage d'un travail est limitée par celle de la mémoire physique. Donc ici, on voit en fait que on a une liste de plusieurs travaux qui sont prêts ou lot de travaux et tout, qui sont séparés. Mais on ne pourrait pas avoir une tâche qui demande plus de mémoire que la mémoire physique totale. Puis c'est pour ça qu'on entre, en fait, que la mémoire virtuelle a été inventée, puis a fait en fait un énorme succès dans l'histoire des systèmes d'exploitation. Puis ça, en fait, il va y avoir une capsule dédiée à la mémoire virtuelle que je vais faire sous peu. En fait, je vais la faire tout de suite après celle-ci. Puis le but de la mémoire virtuelle, c'est d'exécuter des programmes dont la taille dépasse celle de la mémoire physique. Donc souvent, en fait, c'est sûr que si vous regardez votre ordinateur en ce moment, la mémoire vive, donc votre RAM, est beaucoup moins élevée que votre mémoire de disque dur ou de SSD ou peu importe. Donc c'est ça en fait dans pas mal tous les cas. L'exemple de cette machine ici, c'est 32 Go de mémoire vive et 1 TB de SSD. Donc on voit qu'on a beaucoup plus de place dans le SSD que dans la mémoire vive. Donc, l'idée de ça, en fait, c'est chaque processus, chaque tâche qu'on va vouloir exécuter éventuellement, va avoir un espace virtuel privé qui peut être vraiment immense. Cet espace-là va être en fait dans le disque. Lors de l'exécution, en fait, cet espace-là, qui peut être immense, va être découpé en plein de petits morceaux, puis les morceaux vont être chargés au besoin dans la RAM.
Donc, c'est là qu'on va avoir un concept fondamental du cours INF 2610 qui va être les adresses virtuelles, donc l'adresse d'une donnée dans la méga mémoire, si on veut, qui est stockée dans le disque, versus une adresse physique, qui est l'adresse de cette même donnée-là lorsque le morceau a été chargé dans la RAM. Donc, le mécanisme de translation d'adresse est intégré au processeur. Ça, on va le voir plus tard en détail dans un des derniers chapitres du cours. Mais l'important ici, c'est de comprendre que la mémoire virtuelle, donc recherche de 1965 à 1975, pourquoi est-ce que ça a été si important? C'est qu'avant, supposons avec la multiprogrammation et le partage de temps, on ne pouvait pas avoir une tâche qui demandait plus de mémoire que la mémoire physique. En fait, ici, si on regarde le schéma qu'on a devant nous, qu'on se dit c'est quoi le worst case, le scénario worst case, c'est-à-dire à la place d'avoir une file ici avec plein de petites tâches, on a une méga tâche qui prend toute la RAM qui va se balader dans ce schéma-là. C'est le cas où est-ce qu'on a la tâche la plus lourde. Par contre, avec l'arrivée de la mémoire virtuelle, ce qu'on se dit, c'est que on peut avoir une tâche qui va prendre une quantité phénoménale de mémoire, mais on va la découper puis la charger au besoin dans la RAM. Puis c'est ça vraiment l'invention révolutionnaire des systèmes d'exploitation. Donc, c'est tout pour la partie de l'évolution des systèmes d'exploitation. J'espère que cette capsule-là a été utile, puis à la prochaine.